J'ai tout quitté pour plonger dans les plus beaux endroits du monde alors que j'ai représenté la France aux Jeux Olympiques et voici pourquoi. Après 15 ans de haut niveau en équipe de France de plongeon, j'ai traversé une grave dépression, comme malheureusement beaucoup d'autres sportifs. Pour m'en sortir, je me suis accrochée à ce rêve secret de découvrir le monde en sautant de ses plus belles falaises et plus dans des piscines pleines de chlore. Ça, j'ai fait le tour. Contrairement à ce que beaucoup pensent, sauter pour moi, c'est pas défier la mort, mais c'est me sentir vivante. Ultra vivante même. Le temps d'une seconde ou deux entre le moment où je me lance et le moment où j'arrive dans l'eau. Si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, je viens d'arriver aux Philippines pour donner vie à mon rêve et dénicher des spots totalement inconnus pour sauter et me sentir vivante. C'est une sacrée pression sur mes épaules après cet hiver fiasco où j'ai pas mal perdu confiance en moi et en l'intérêt de ce que je fais, c'est-à-dire poster des vidéos de voyage, de cliff jumping et de van life, puisque j'ai pas réussi à sauter et à peine pu créer de contenu. Mais je ne sais pas ce qu'abandonner veut dire. Alors au lieu de me terrer sous ma couette chez ma mère en attendant que ça passe, je prends mes peurs, mes doutes et cette pression, je les fous au fond de mon sac à dos, je pars à l'autre bout du monde et je prends ma caméra pour tout vous raconter. Le raisonnement est clairement discutable, mais la description de ma chaîne, c'est j'ai peur mais je fais. Parce que j'ai tout le temps peur et que je doute en permanence. Mais je ne veux pas que ça m'empêche de réaliser mes rêves. Et en vous partageant tout ça en vidéo sur cette chaîne, j'espère que ça vous fera croire en vous et en vos rêves, ou en tout cas suffisamment pour les réaliser. Dans cette série de mon voyage aux Philippines, je vous emmène avec moi dans tout le processus de recherche d'un spot de zéro. Comment on trouve un nouveau spot? Par où on commence? À quoi ça ressemble un spot pour sauter? C'est quoi les critères? C'est dur de trouver des nouveaux spots? Depuis mon arrivée aux Philippines avec zéro plan, j'ai réussi à m'incruster dans une compétition Red Bull Cliff Diving avec les meilleurs athlètes du monde, en passant une des expériences les plus folles et marquantes de ma vie à bord d'un vieux voilier traditionnel philippin. Alors, la série commence ici avec le premier épisode, l'exploration. Ça sent le roussi là un peu, non? Ouais. Pour commencer cette exploration, on a décidé de rayonner à partir d'El Nido, une ville assez touristique sur l'île de Palawan, connue pour son accès à des lagons qui font partie des plus beaux du monde. Et c'est justement dans ces magnifiques lagons à l'eau si transparente qu'on a bon espoir de trouver des spots. Je dis on, car je suis pas venue seule, mais avec Mathieu, qui est animé par ses mêmes passions, de dénicher de nouveaux spots de dingo pour sauter et de filmer nos aventures. Sauf qu'après 3 jours de voyage et bien trop peu de sommeil pour atteindre El Nido, On arrive dans un endroit qu'on déteste. Tout ce qu'on déteste. et surtout, on se rend compte à quel point c'est blindé et à quel point les gens sont là pour faire la fête, à quel point il y a une tonne de bateaux et les gens vont tous dans les lagons. Il y a le mec du Airbnb qui nous a dit « Ah mais il y a des gardes qui empêchent les gens de grimper et de sauter. » Bon, là c'est la fatigue et le décalage horaire qui parlent. Mais la seule chose à faire dans ce genre de moment, c'est de ne pas paniquer et aller dormir pour se remettre du voyage. Maintenant que nos besoins vitaux principaux ont été rechargés avec une nuit de sommeil, un repas simple et une chambre propre et calme, je vous fais un topo de la situation après 5 jours de voyage. On a débarqué dans une station balnéaire blindée, au prix européen et pas du tout typique de l'Asie du Sud-Est. La zone est surchargée, complètement tournée vers le tourisme de masse, où les gens passent en moyenne 3 à 4 jours entassés dans des tours opérateurs A, B, C ou D, qui leur font voir un maximum de plages paradisiaques ou lagons en le moins de temps possible. Chaque lagon ou plage du circuit est payante et gardée par des agents de sécurité qui t'interdisent tout, même de mettre des palmes trop longues, car il y a 4 ans, il y a eu un accident d'apnée sur l'île voisine. Bref, chaque lieu a sa propre règle à ajouter, tu te sens infantilisé et il est impossible de déroger à ce système si tu veux aller voir ces endroits, soit environ une 30aine de lieux emblématiques de la zone. Ça, c'est la somme de nos découvertes de nos 5 premiers jours. Je vous raconte pas la jauge de stress qui monte et celle de sommeil qui se vide. Mais on n'est pas là pour abandonner, ni pour participer à un tourisme de masse qu'on déteste et qu'on cherche à tout prix à éviter. En fait, nous, petits Européens libres et privilégiés, on débarque à l'autre bout du monde avec nos rêves et nos attentes qui se heurtent à la réalité du terrain. Le tourisme de masse est bien installé ici et on s'y attendait pas. Mais c'est bien évidemment à nous de nous adapter. Alors c'est dans les ruelles les plus éloignées de la zone touristique qu'on cherche une solution aux contraintes posées. Mais ouais, l'idée c'est de comprendre un peu comment fonctionne le lieu. Comment on peut détourner le truc pour ne pas être dans les bateaux de touristes pleins à craquer qui partent tous les jours. Là, on demande à des petits pêcheurs dans des coins un peu reculés si au lieu d'une journée de pêche, ils veulent bien nous emmener chercher des seaux. Mais bon, ça leur fait peur d'une part, et d'autre part, c'est hyper incertain. Genre là, on sait pas si demain, le mec il sera revenu de la pêche, parce que là, il est à la pêche cette nuit. Thank you, salamat. Salamat. Je pense que ça va vraiment pas être le road trip le plus plaisant à vivre. Là, il y a vraiment 3 heures de par nuit, c'est compliqué. Je peux vous dire que si on arrive à trouver un seau, il aura une saveur celui-là. Avant de poursuivre cette vidéo, sachez qu'elle est sponsorisée par CyberGhost VPN. Vous le savez, j'ai beaucoup de mal à me reposer. Alors quand je voyage dans des endroits incroyables comme ici aux Philippines, j'aime bien me poser devant ma série préférée pour pouvoir me reposer. Sauf que quand t'es à l'autre bout du monde, t'y as plus accès.
Donc c'est pour ça que j'utilise CyberGhost VPN et qui me permet, en changeant juste ma localisation, d'avoir accès à tous mes contenus préférés. Et ça, peu importe où je me trouve dans le monde. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs, CyberGhost est le fournisseur VPN le plus recommandé sur le marché. Un VPN, c'est aussi indispensable pour protéger sa vie privée numérique et surtout quand on voyage. Donc nécessaire pour le repos, mais aussi et surtout pour le travail. Parce que quand je me connecte à des réseaux Wi-Fi publics dans un café ou à l'hôtel pour upload mes vidéos, les réseaux sont rarement sécurisés. Et sans le savoir, nos données peuvent être exposées à n'importe qui. Et c'est là qu'activer CyberGhost VPN peut tout changer. Il protège mes infos personnelles, peu importe où je me trouve dans le monde. Il suffit d'activer CyberGhost avant de naviguer et tout votre trafic est crypté et redirigé via leur serveur sécurisé. Et personne ne pourra voir ce que vous faites en ligne. Et pour le côté repos, en changeant de localisation, on peut débloquer les bibliothèques de plus de 40 plateformes de streaming comme Netflix, Amazon, Prime, Disney+. À votre avis, c'est de quel aspect que j'ai le plus besoin ? L'application est dispo sur tous les systèmes d'exploitation et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, ce qui est idéal pour partager avec ses proches ou ses compagnons de voyage. Évidemment, CyberGhost ne conserve aucune donnée. Votre activité reste privée, même pour eux. En utilisant le lien qui se trouve dans la description, vous bénéficiez de 83% de réduction et de 4 mois offerts. Rien que ça. Et en plus, avec leur garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, vous avez largement le temps de changer d'avis. Donc n'hésitez pas à télécharger CyberGhost VPN dès maintenant si vous voulez commencer à protéger votre vie privée numérique. Et nous, on va continuer cette exploration. On était dans un petit Airbnb assez cute, mais tellement bruyant. Et donc là, on bouge dans un petit hôtel près de la mer. Et surtout, après, on saute dans un bateau pour aller explorer la zone. Notre piste d'hier, une de nos pistes, a fonctionné. Et on a trouvé un pêcheur qui va nous amener à découvrir un peu les lagons. Donc pas les lagons hyper connus. On mise sur un pêcheur local, donc le jeu c'est d'essayer de lui faire confiance et de pas tout contrôler. Normalement, il devrait nous trouver des spots pour sauter qui sont pas les plus connus, mais c'est aussi ça qu'on recherche. Please take care. Yeah, yeah. No worries. First we watch, we see, we think, we check, and then maybe we jump. Okay. En plus, on a même de l'ombre. Oh, c'est royal. Pour l'instant, c'est exactement ce qu'on cherchait. Bye. Là, c'est un peu le moment où on va prendre conscience de est-ce que c'est possible de cliffer, genre est-ce qu'il y a du fond, est-ce que les falaises, on peut les escalader. On va enfin pouvoir avoir nos réponses. Alors ça veut dire quoi, explorer un spot ? Je vais pouvoir enfin répondre à cette question en soulignant aussi les belles erreurs qu'on s'apprête à faire sur ce premier spot pour que vous puissiez, vous, les éviter. Avant toute chose, on vérifie le fond. Très simple et à la fois souvent négligé. Rien de compliqué, avec un masque, on plonge pour aller voir combien il y a exactement de profondeur au-dessus de nos têtes une fois au fond. Les puristes diront qu'il faut 1 mètre pour mesurer, mais si vous comptez facilement 2 fois votre taille, les bras levés, soit environ 5 mètres, c'est bon. Une fois que ça c'est bon, faut grimper. Ça permet de s'assurer qu'il y a un moyen de remonter et surtout de déterminer la suite. Trouver l'endroit exact du saut potentiel. Ici en l'occurrence, c'est l'étape qui m'a fait le plus peur. Ça fait peur. Accorde-moi une petite pause de répit à l'ombre. Les cailloux, c'est des couteaux, regardez. Tu peux poser tes mains. Ah bah je me suis coupée déjà. La paroi est assez abrupte, il y a peu d'espace, on manque de sommeil et les rochers sont coupants comme des couteaux aiguisés et pas si bien accrochés. Forcément, après ça j'ai trop peur que les prises lâchent, alors je teste chaque prise et ça me prend une énergie folle. Maintenant qu'on est enfin là-haut, on peut mesurer... On a oublié notre décamètre. Vous savez, ce gros rouleau de mètre enroulé pour mesurer avec précision. C'est une grosse erreur, car mal estimer la hauteur d'un saut à 2-3 mètres près peut avoir de grosses conséquences sur un saut. On envisage d'aller le chercher, mais deuxième erreur. Sketch quand même. C'est trop dangereux de descendre plus bas, du coup on va sauter. C'est pas trop, mais bon, pour le premier saut du séjour, on aurait bien aimé faire un petit peu moins. Je pense qu'il y a entre 12 et 14 mètres. Apprécions le paysage. Et notre petit bateau. Coucou! Allez. Ouais. Allez, bien dur à l'arrivée. 3, 2, 1, send it. Yes, putain, trop fort. Yes!
il est trop content. Elle est bien gainée à l'arrivée, il y a du fond. Ça va? Ouais, je suis contente. Ah ouais? Oh, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien. On a fait un saut. On a déjà fait un saut. Toi, t'as fait un gainer. Ouais. Ce que je veux dire avec cette première exploration, c'est que c'est ok de pas penser à tout et de faire des erreurs, à condition de les prendre en compte dans la balance de la prise de risque et de décision finale. Là, on n'avait pas la hauteur exacte, on a fait un saut à une hauteur censée être facile, où on est sûr de nous et on a de la marge de manœuvre en l'air pour adapter. Mais on va quand même pas remonter. Et on va plutôt poursuivre notre exploration. Trop contente d'avoir trouvé un petit saut. Là, je réalise doucement. Moi, il me faut toujours un peu de temps pour process et réaliser. Encouragés par cette première halte effrayante mais plutôt fructueuse, on continue notre exploration et pas loin d'1 heure après, on trouve ce petit bout de caillou qui se détache qui, contrairement à la plupart des falaises qu'on voit, semble escaladable. Il est stylé celui-là. Ici, la géologie est assez particulière. On retrouve des falaises abruptes et verticales qui parfois peuvent monter à des centaines de mètres. Ce qui est en soi une très bonne base pour trouver des endroits pour sauter, mais le problème c'est que ces rochers sont comme des lames, posées les unes contre les autres à la verticale, donc en plus d'être ultra cassants et coupants, c'est difficile voire impossible à escalader la plupart du temps. Après notre première escalade bien flippante, on cherche des blocs un peu moins lisses, un peu moins plats, et on dirait bien qu'on a trouvé quelque chose. Il reste plus qu'à se mettre à l'eau, pendant que notre cher Landon se fait un petit somme. Comme toujours, on commence par vérifier le fond, et on fait bien car il y a cette grosse patate rocailleuse recouverte de coraux qu'on va éviter mais qui est de toute manière à bien 4,50 m de fond. Tout le reste est bien plus profond, donc ça commence bien. Deuxième bonne nouvelle, c'est bien plus facile à grimper, c'est même presque une marche grimpée. Là, j'arrive. Je prends mon temps. T'es passé par où? Ah, l'autre côté. Non, mais dès que j'allume la cam, j'ai l'impression que c'est magnifique et que je suis une putain de filmmaker alors que c'est juste que c'est trop beau. Non mais c'est trop. Non mais là il y a... 2,50 m. Ouais, 2,50 m. Non mais faut aller voir celui d'en haut. Et coucou notre frérot. Bon, toujours aussi coupant, d'où les chaussures que je ne porte qu'en cas d'extrême nécessité. Le spot est validé, training. Tu fais quoi? On profite du luxe que nous offre ce spot pour reprendre en douceur, à des petites hauteurs, refaire des bases pour reprendre confiance, réhabituer notre corps aux impacts et surtout, kiffer d'être enfin dans les airs. 3, 2, 1. Ça va? Ça peut claquer les dents? Non, les dents. Ah les dents. Au pire on peut mettre les... C'est un par mes dents ou pas? Oui. Quel soulagement! Il nous en faut pas beaucoup plus pour lâcher la pression et se laisser aller dans l'euphorie. Parce que, même si je mets du temps à réaliser, est-ce qu'on serait pas en train de réussir notre mission là? Est-ce que là, maintenant, tu relativises toutes les galères qu'on a eues en van et aussi en arrivant ou c'est encore un peu tôt? Non mais tout prend son sens. Au final on a chié pour arriver là, on a galéré et on a trouvé plein de bêtes de spots d'entraînement. Il est temps de rentrer et ça tombe bien car on est lessivés de cette journée d'émerveillement, mais aussi de tout ce stress et cette fatigue qu'on retient depuis une semaine pour ne pas abandonner cette mission de trouver des endroits pour sauter. On a prévu de retrouver notre copain Landon demain, mais en attendant, Ah j'ai une petite bouillonne. voici à quoi ressemble notre soulagement. Qu'est-ce que je fais ici sur ma terrasse, face à la mer, devant les palmiers? Et il se trouve que ce matin, Mathieu s'est réveillé avec de la fièvre. Il passe les détails des symptômes. On est un peu inquiet. Il y a des maladies qu'on a envie d'avoir ici. Et du coup, on retournera pas au spot. Parce que c'est notre dernier jour sur cette île. Demain, on part. On change d'île. C'est frustrant parce que le plus gros du travail était fait. On avait trouvé le spot, qu'il n'y avait plus qu'à y retourner et à en profiter. Mais la vision a décidé autrement. Donc, c'est pas la fin que j'avais envie de faire, mais c'est la réalité de la vie. Et sur cette chaîne YouTube, je vous vends pas du rêve. Je vous raconte la vérité et justement tous les dessous. Ok, c'est une fin de vidéo. Bisous, j'espère que ça vous a plu. Mais vous avez vraiment cru qu'on allait abandonner comme ça? Les gars, ils nous avaient vendu 3h30 de traversée, départ 12h30. On est parti à 13h30 et on est arrivé à 18h. On se croirait au Monopoly. Genre ici, payer 200.
Ils ont bien compris qu'il y avait pas mal de touristes et que du coup, fallait faire payer à chaque fois. Après un transfert d'île un peu sportif pour l'état de Mathieu, du montage au milieu de nulle part en attendant que la fièvre tombe, et un Mathieu bien éprouvé par ses 4 jours de maladie, on repart en exploration autour de Coron, une île entourée de lagons tout aussi paradisiaque et magnifique, mais malheureusement tout aussi contrôlée. J'ai tellement peur de ce qu'on va faire, heureusement qu'on a des super gilets de sauvetage. C'est une catastrophe. Ouais, c'est ici l'histoire des palmes interdites. Il y a 2 mecs qui sont morts avant la pandémie en faisant de l'apnée dans un des lagons autour de Coron. Depuis ça, ils ont obligé tous les gens qui accèdent au lagon à porter un gilet de sauvetage. Et carrément, genre là, ils m'ont bu les palmes d'apnée. Ils m'ont dit non, tu prends pas tes palmes, c'est interdit de freedive. Les gars, j'ai 1 kilomètre à nager, mais je plonge pas, juste c'était pour nager quoi. Bah... D'accord. J'ai l'impression d'être un enfant en bas âge, genre qui sait pas nager, qui sait pas prendre soin de lui, qui sait, tout est un danger, tu vois. On s'est un peu égaré là, je crois. Ouais, on s'est tous égarés là. Si toutes les Philippines c'est comme ça, ça va être un fiasco. Mathieu en a eu tellement marre qu'on lui dise quoi faire, alors, sans rien dégrader ni prendre aucun risque, il va chercher son seau, par principe. Ça part. 3, 2, 1. Send it. Une sacrée saveur. Parce que c'est dans Twin Lagoon, tout est interdit. Et je sais pas, je crois que c'est l'envie vandale un peu qui ressort là. Le spot il est incroyable, mais il dégage une atmosphère d'interdit, de restriction, de maternelle, enfantillage, surveillance. Du coup, il est beaucoup moins beau. On a bien essayé de s'échapper en kayak, mais ici les rochers sont quasiment tous bordés de coraux très peu profonds, ce qui est certes magnifique à observer sous l'eau, mais qui rend tout saut impossible. Et quand on trouve de la profondeur dans ce lac mi-eau douce, mi-eau salée, il est sous une surveillance encore plus stricte et sévère, car apparemment sacrée pour les tribus qui vivent autour, ce qui rend tout contact avec les rochers strictement interdit. On respecte bien évidemment, et j'essaye de m'extraire de la surveillance en disparaissant plutôt dans les profondeurs pour aller chercher le calme et ressentir l'immensité de ce qui m'entoure. C'est la fin de cette exploration. Avec Mathieu, on a choisi de changer de stratégie pour la suite de nos aventures. Alors dès demain, on embarque pour 3 jours et 2 nuits sur un vieux voilier traditionnel philippin avec 25 inconnus pour essayer de découvrir les Philippines autrement. On en a tellement marre d'être infantilisé et de râler à se retrouver à voyager d'une manière qu'on déteste, à savoir celle du tourisme de masse, qu'on change radicalement d'approche. Une fois à bord de ce voilier, impossible de débarquer ou de faire demi-tour. Donc ça passe ou ça casse. Soit c'est la plus belle expérience de notre vie, soit c'est la plus belle arnaque dans laquelle on tombe. La promesse de Tao, c'est de nous emmener explorer à bord de ce vieux gréement quelques-unes des 7000 îles des Philippines, encore isolées et préservées, à la voile autant que possible. L'idée, c'est de dormir dans des petites huttes ouvertes aux 4 vents, les pieds dans le sable, une vie pieds nus en maillot de bain au rythme du soleil. À manger de la nourriture simple, faite de fruits et légumes du potager qu'ils développent sur une île avec des Philippins en réinsertion. Ici, pas de nourriture industrielle ou occidentalisée. Pas de lagon méga connu, ni même d'électricité ou de douche quotidienne. À peine de quoi se rincer le visage le soir. Pas de superflu, juste l'essentiel. Tout ce qu'on aime. C'est la promesse d'un voyage déconnecté du monde moderne, mais au plus près de ce qui nous entoure. À savoir les gens à bord, mais aussi la nature, dans sa forme la plus pure, la plus isolée. Déconnecté de tout donc, mais pas de notre mission. On garde les yeux bien ouverts, à l'affût de rochers sautables. Et c'est Mathieu qui en trouve un pendant que je m'exprime sous l'eau. Mathieu, laquelle? Celui-là? Celui-là. C'est l'occasion de partager notre passion qui émerveille l'équipage à bord et de leur offrir un moment unique qui nous connecte tous. Let's go! C'est particulier pour moi qui ai toujours entendu un discours très négatif et rabaissant sur mon activité, soi-disant peu connue et qui n'intéresse personne. Thank you so much for trusting us. Revenir à bord et voir tous ces yeux brillants, ça panse certaines de mes blessures du passé.
Et encore plus lorsque ça me donne l'occasion de transmettre à des nanas qui osent. Vous savez, je rencontre tellement de gens au fil de mes aventures et changements de vie que je ne cherche pas spécialement de nouvelles connexions. Je m'en protège presque. Mais ici, à bord de ce bateau, elles se font si facilement, elles semblent si simples. On partage un moment marquant de notre vie, sans non plus se faire des promesses d'amitié folle. On vit juste le moment dans l'instant qui nous est accordé, sans penser à demain, et c'est incroyablement ressourçant et apaisant. Probablement que tout ça est largement influencé par l'énergie de dingue et la bonne humeur de l'équipage à bord. Ils n'y sont clairement pas pour rien. C'est dingue la confiance qu'ils nous accordent en arrêtant le bateau en pleine route pour qu'on puisse sauter, au point de même nous amener en kayak. Le contraste avec toutes les règles et interdictions qu'on a subies jusqu'ici est juste fou. C'est peut-être cliché de dire ça, mais je crois que ces Lost Boys, comme ils s'appellent, nous ont offert enfin le voyage qu'on était venus chercher. Et je me sens enfin à ma place. C'était donc ça, la réponse. Explorer cet archipel par la mer, sur un bateau à voile, avec un groupe de mecs passionnés, qui vivent leur vie de rêve et qui la partagent avec passion. Taos, c'est une expérience souvent imitée, mais pourtant jamais égalée. Ces 3 jours me semblent à la fois hyper riches et à la fois hyper courts. J'ai toujours du mal à trouver des mots pour décrire cette expérience incroyable qu'on vient de vivre. Alors à part vous dire que si vous allez aux Philippines, surtout embarquez avec Tao, je me suis dit que peut-être que ceux qui ont vécu cette expérience avec nous pourraient vous transmettre leurs ressentis, avec le dernier mot qu'ils gardent en tête sur cette expérience. Unforgettable, and I hope I see you guys again soon. Amazing. Mind-blowing. Vibes, baby. Yeah. Lovely. And thankful. Outstanding. Freedom. Fantastic. Amazing. Best experience you could ever have. Amazing. Fabulous. It was amazing. Incredible. Absolutely stunning. Pure bliss. Idyllic. I'll be back. Tagay. That means cheers. Cheers in Filipino. Je quitte ce bateau à regret, avec un cœur rempli d'expériences et d'images uniques, qui me marqueront pour sacrément longtemps. Je rêve déjà d'explorer d'autres îles à la voile bientôt, tout en sentant mon cœur un peu lourd en regagnant la terre. Ça y est, c'est la fin de ces 3 jours d'expédition en mer. C'était fou. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est aussi la fin de cette vidéo. Mais les aventures aux Philippines ne s'arrêtent pas là, puisque demain, pas le temps de se remettre de nos émotions, on va essayer de s'incruster dans la compétition Red Bull Cliff Diving qui a lieu aux Philippines. Donc si vous voulez pas rater ça, surtout, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de jeter un œil à notre partenaire CyberGhost VPN qui a sponsorisé cette vidéo et à cliquer dans le lien dans la description si vous voulez profiter de 83% de réduction et de 4 mois offerts. Il vous permettra de protéger votre vie privée numérique, de faire des économies et en plus de débloquer des contenus exclusifs. Vous pouvez essayer sans risque avec la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. À bientôt!